Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de conjoncture du Cercle des économistes. Je suis Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes, par ailleurs professeur à Dauphine, et très heureux d'avoir la possibilité de cet échange qui va également impliquer, j'espère qu'il apparaîtra à l'écran très rapidement, mon collègue de Dauphine, Philippe Chalmin, grand spécialiste de matières premières, historien par ailleurs, et qui en primeur vous partagera très probablement la page de couverture de Cyclope, qui dans sa version 2021 va paraître sous peu. Et nous sommes réunis ici donc pour ce point de conjoncture qui va être consacré aux questions, à la possibilité, l'éventualité d'une sortie de crise verte, nous dit-on, la place que prendront les matières premières et notamment les matières premières fossiles dans cette décennie. Et je vais laisser à partir de maintenant la parole à Philippe, donc Philippe pour une dizaine de minutes. Et ensuite, nous serons rejoints par Emmanuel Cuny, que vous connaissez si vous êtes familière et familier de ces points de conjoncture. Et Emmanuel n'arbitrera pas ce débat, mais transmettra les questions et nous relancera. Voilà, tout cela pour 1 heure. Donc Philippe, tu as la parole. Dizaine de minutes, je te succéderai en m'efforçant de dire précisément l'inverse de ce que tu as dit, de telle manière animer le débat. Voilà, pour une dizaine de minutes, et l'idée étant de préserver de 30 à 40 minutes de débat ensuite pour répondre à vos questions. Philippe, si tu veux bien. Bien, bonjour à tous et je remercie le Cercle des économistes de son invitation. Effectivement, il ne vous a pas échappé que dans la lecture que l'on peut avoir de cette crise dans laquelle nous nous trouvons, la dimension énergétique et plus largement celle de la transition énergétique dans le cadre du changement climatique ont largement pris le pas sur bien d'autres considérations. Je voudrais, juste en introduction, faire un tout petit détour historique pour essayer de bien nous resituer. Bon, cette crise de 2020, elle est d'abord une crise sanitaire, probablement largement plus de 2 millions de morts, une crise sanitaire en temps réel qui, à la différence d'autres crises sanitaires par le passé, modèle grippe espagnole ou grippe asiatique, a déclenché une crise économique, et c'est ce que nous retenons aujourd'hui, un recul du PIB de l'ordre, au niveau mondial, de l'ordre de 4 à 5%, pire que ce que nous avions connu, souvenez-vous, en 2008. Je rappelle que 2008 avait été au fond très, très vite oublié. Et on pourrait presque penser qu'il pourrait en être de même en ce qui concerne 2020. Telle n'est pas ma thèse. Et il me semble au contraire que ce petite étincelle du Covid né à Wuhan quelque part fin 2019 ou début 2020 pourrait avoir dans l'histoire économique de la planète un rôle un peu équivalent à celui qu'avait eu le premier choc pétrolier en 1973-74, c'est-à-dire être l'élément déclencheur d'un véritable tournant. Un tournant à la fois idéologique, un tournant économique, un tournant aussi, bien entendu, des politiques publiques. Souvenons-nous, c'était un âge que j'ai un petit peu connu vu mon âge, et souvenons-nous de la période des années 60, marquée par la contestation, la montée des contestations, et cette contestation déboucha sur la crise des années 70 et la remise en cause, la fin brutale des 30 glorieuses, le paradoxe ayant été d'ailleurs que ceci se soit conclu par un véritable tournant des politiques publiques en matière libérale. Eh bien, quelque part, j'aurais tendance à faire un parallèle entre les années 60 du siècle dernier et les années 10 de ce siècle. Certes, il n'y a plus de grandes idéologies auxquelles se rattacher, mais je retrouve une montée en puissance un peu équivalente de la perception des inégalités croissantes, disent certains.
surtout une contestation non plus idéologique, mais portant sur les défis environnementaux et climatiques. Ce n'était pas totalement un hasard si la personnalité de l'année fut en 2019 une petite Greta totalement inconnue qui vient d'ailleurs de fêter ses 18 ans. Ma thèse, si on peut le dire, c'est que cette crise de 2020, un peu identique à celle de 1974, va marquer probablement un tournant, symboliquement d'ailleurs, la fin de 30 glorieuses, de 30 autres glorieuses, qui étaient celles de la mondialisation, grossièrement 1990-2020. Ceci pourrait se marquer par un peu partout, et nous le voyons déjà, le retour de l'État, l'État-providence, certes indispensable, mais aussi l'État investisseur. Et puis aussi la montée en puissance au niveau du grand public, mais aussi des décideurs, d'une sorte d'amalgame dans lequel ce virus n'est-il pas le fruit des excès de la mondialisation, de chaînes de valeur dramatiquement étirées et qui aujourd'hui montrent leurs limites et leur goulot d'étranglement. Enfin, un parallèle peut-être exagéré, très probablement exagéré, entre ce virus et d'innombrables autres pandémies d'ailleurs, on oublie la peste porcine africaine par exemple en Chine aujourd'hui, et puis les évolutions climatiques et la réduction peu à peu de la biodiversité. Le résultat de tout cela, c'est que quand on analyse les politiques publiques qui aujourd'hui sont mises en place au travers de tous ces plans de relance qui marquent le territoire, si on fait le total, on a déjà dû dépasser à peu près les 20 000 milliards de dollars. Et regardez simplement le dernier plan de relance qui n'a pas encore été adopté par le Congrès américain, le deuxième plan Biden de 1250 milliards de dollars consacrés aux investissements, consacrés aux infrastructures, eh bien, 58% de ces 2250 milliards de dollars qui ne sont pas encore passés au travers de la moulinette du Congrès, eh bien, 58% de ces sommes sont, je dirais, de nature relativement verte. Et si on analyse à la même aune, le plan Obama, dont vous vous souvenez, qui représentait 800 milliards de dollars, si mes souvenirs sont exacts, en 2009, n'était vert, entre guillemets, que à hauteur de 10%. Il est clair que quand vous regardez ce qui se dit, ce qui se pense, éventuellement ce qui commence à se faire, on parle de plans batterie, on parle de véhicules électriques, on parle d'hydrogène, on parle d'économie circulaire. Bien entendu, il y a là, et il faut le mesurer, il y a là bien du greenwashing, et il ne faut pas trop se faire d'illusions. Les tournants, et les grands tournants de l'histoire économique ne sont pas des ruptures brutales, ce sont des tournants progressifs, et c'est probablement cela que nous sommes en train de vivre. Étions-nous dans les années 70, quand nous étions étudiants, conscients que le monde était en train de vivre un tournant. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi, tel était notre slogan, et tel est au fond encore aujourd'hui un petit peu le slogan de ceux qui rêvent d'un monde différent pour la fin du XXIe siècle. En matière énergétique, comment ceci peut-il se traduire ? Je crois, de ce point de vue-là, que dans la plupart des pays raisonnables, la fin du charbon est à peu près actée. Elle est actée, mais elle sera fort lente. En particulier, je ne parle pas de l'Europe ni de l'Amérique du Nord, mais en particulier en Chine, et peut-être encore plus en Inde, qui est probablement aujourd'hui le pays de ce point de vue-là, de loin le plus en retard. On continue quand même aujourd'hui à bâtir, certes, des centrales de plus en plus propres, mais des centrales à charbon en Chine, en Inde, et l'Inde, la Chine qui aujourd'hui
produit à peu près 55% de l'aluminium mondial, le fait à 80% avec de l'électricité à base de charbon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence à se poser la question de côté de l'aluminium, ouvrez les guillemets, propre. Nous allons, et ça a été un des débats de cette année, nous allons probablement vivre un pic pétrolier. Souvenez-vous, il y a simplement quelques années, quand on parlait du peak oil, on parlait du pic de la production pétrolière. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui du peak oil, on parle du pic de la demande pétrolière. Certains estimant que celui-ci a déjà quasiment été atteint, peut-être en 2019 à 100 millions de barils jour, d'autres, plus optimistes, plus partiaux peut-être comme l'OPEP, estimant que ce pic sera atteint vers 2040-2045. Ce qui est clair, par contre, c'est que on commence déjà à imaginer les temps de l'après-pétrole. La consommation de pétrole ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Il ne faut point se faire d'illusions de ce point de vue-là. Mais par contre, effectivement, le temps de l'après-pétrole commence à être imaginé. Il me semble que nous devrions connaître dans les années à venir, par contre, un véritable âge d'or d'une énergie certes fossile, moins polluante, surtout si on sait bien la produire avec un peu moins de méthane. Je veux parler bien entendu du gaz naturel. Et le switch qu'il peut y avoir entre la production d'électricité au charbon et la production d'électricité au gaz peut être une des solutions importantes, notamment pour tous ces pays. Je pense à l'Afrique, où le problème de l'accès à l'électricité demeure totalement entier. Enfin, nous voyons peu à peu, alors à univers technologique que nous ne maîtrisons pas encore, nous voyons quand même se forger une certaine maturité des renouvelables. Quand on parle, par exemple, de l'utilisation de l'hydrogène pour stocker l'énergie, et donc de l'hydrogène vert, que l'on commence même à se demander si l'on n'utilisera pas les gazoducs pour faire circuler de l'hydrogène, etc., on voit bien que l'image que nous avons de la première génération du renouvelable, celle de l'éolien, celle du solaire de première génération, celle-ci sera probablement, très probablement dépassée, qu'il s'agisse, je crois beaucoup personnellement, même si pour l'instant nous n'en avons que des prémices, je crois beaucoup en la biomasse, l'utilisation et la production d'énergie à partir de nos déchets, que ceci soit ménagers, agricoles ou forestiers. Il est clair de ce point de vue-là qu'il y a d'énormes potentialités. Ma thèse était un peu de dire que de la même manière que les années 70 avaient marqué finalement une rupture profonde dans le contrôle du marché du pétrole, qui assez rapidement d'ailleurs s'était traduit par l'instabilité générale de ce marché et donc l'instabilité pratiquement de toute la scène de l'énergie. Il me semble que la crise de 2020 pourrait être un tournant obligeant justement de plus en plus les différents acteurs à prendre en compte la dimension environnementale et climatique de leur utilisation d'énergie. Ceci, bien entendu, doit se faire de manière raisonnable. Le radicalisme énergétique est, de ce point de vue-là, dramatique. Et il est clair qu'il ne faut pas jeter, par exemple, le nucléaire avec l'eau du bain lorsque il y a des potentialités, comme c'est le cas de la France. Mais par contre, il me semble que nous commençons à voir les éléments qui nous permettront d'aller dans cette transition que nous souhaitons tous, y compris quelques-uns qui ne sont pas totalement emballés par les thèses énergétiques et les thèses écologiques les plus virulentes, que nous allons vers cette phase de transition où, à la fin de ce siècle, nos petits-enfants auront la joie d'utiliser, là je rêve peut-être un peu, des énergies, un, non fossiles, deux, non carbonées et bien entendu renouvelables. Merci beaucoup, Philippe.
Euh, tu sais qu'à la fin du siècle, nos petits-enfants seront arrière-grands-parents. Oui, j'ai déjà d'ailleurs écrit, je te signale, un livre à la naissance de mon premier petit-fils qui s'appelle Le siècle de Jules, où je racontais à mon petit-fils l'histoire du 21e siècle. Et je lui disais surtout une chose, euh, et qui, à mon avis, est le problème majeur de tout l'exercice que nous faisons, nous autres, qui essayons de faire de la prospective, c'est que nous imaginons demain avec les technologies d'aujourd'hui. Et incontestablement, mon petit-fils Jules vient de rentrer en sixième, donc il a une douzaine d'années. Je n'ai aucune idée, dans 30 ans, lorsque lui-même sera père, s'il utilisera encore une voiture, comment il se déplacera, et si ce sera une voiture à pédales, une trottinette non électrique, ou quelque chose que l'on aura inventé d'ici là. J'en veux pour preuve, et là je vais faire un peu de pub pour le rapport Cyclope, ceux qui le liront verront tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur les marchés d'un certain nombre de métaux. Car on va parler d'énergie, mais la transition énergétique, elle est extraordinairement consommatrice en nouveaux métaux. Aujourd'hui, les véhicules électriques que l'on commence à utiliser, les vélos, les trottinettes, etc., ce sont des batteries lithium-ion, donc cobalt-lithium. Le nickel est en train d'apparaître qui peut remplacer le cobalt. Mais on va beaucoup plus loin maintenant avec des batteries qui seraient plutôt basées sur du manganèse. Et puis, si effectivement on arrivait à compresser, à réduire la pile à hydrogène, etc., peut-être pourrait-on totalement se passer de ces batteries. Je n'en sais rien. Bien, écoute, merci Philippe en complément et en rebond à ce que tu as partagé avec nous et nos auditeurs vont peut-être s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de points d'accord dans ce que je vais dire par rapport à ce que tu nous as proposé et sur autour de ta thèse quelques rebonds assez rapides et en se retournant au plus vite auprès d'Emmanuel et de nos auditeurs. Premièrement, je pense il y a un terme qui est absolument essentiel dans nos échanges, c'est la notion d'humilité. Alors non pas, Philippe, que tu n'en aies pas fait preuve, mais de fait, on a devant nous une espèce de terra incognita qui est liée à la fois à cette crise sanitaire, mais également aux nécessités de la lutte contre le changement climatique, parce que j'entends bien ce que tu nous dis sur notamment ton dernier point sur le fait qu'il ne faut pas regarder les technologies du futur avec les lunettes du passé, si je résume ce point. Mais il y a tout de même un élément qui n'était pas présent dans les années 70 et qui est la contrainte du temps. Et cette contrainte, elle est absolument drastique. Pour avoir simplement un ordre de grandeur, aujourd'hui, nous émettons 35 milliards de tonnes de CO2. Si on veut être aligné avec les engagements de l'accord de Paris, il ne faut plus n'en émettre que 5 à peu près au milieu de ce siècle. Et si on observe tout ce qui s'est passé derrière nous, à l'exception de l'année 2020, mais qui est une année très bizarre, on a une croissance continue et notre modèle économique est un modèle qui est très carboné. Et évidemment, cette crise sanitaire crée une espèce de tension entre les nécessités du court terme telles qu'on a pu les observer après 2008 et puis le sentiment qui est en train de s'installer que cette crise, elle a sans doute des ressorts qui nous conduisent à être précautionneux quant au long terme, d'où ce point de tension dans le design, si on peut dire, des plans de relance. Alors à propos des plans de relance et de la possibilité d'une relance verte, je peux vous proposer à partir de là quelques observations en essayant de les différencier de celles de Philippe Chalmin, simplement en termes géographiques, en essayant de les centrer sur l'Europe. Si on regarde les choses de manière un peu panoramique, et si on regarde par exemple ce que nous avons fait, nous Français, en 2008, eh bien on a fait une relance qui, le moins qu'on puisse dire, ne nous a pas bien préparés à ce qu'ont été les chocs de la décennie 2010, notamment au moment où le prix du pétrole a chuté, puis est remonté, a conduit à la crise des gilets jaunes, qui n'est pas simplement une crise de la taxe carbone, qui est une crise liée à un choc pétrolier. Et puis par ailleurs, eh bien, ce qu'on a entrepris après 2008, le moins qu'on puisse dire, nous a mal préparé au choc que nous affrontons à l'heure actuelle. Et entre ces deux périodes, entre 2007-2008 et maintenant, la dette française sera passée d'à peu près 65% du PIB, avec peut-être 130%
du PIB au sortir de cette crise. Donc c'est une manière simplement de dire, non pas de refaire le passé, mais de dire que le cahier des charges d'une politique de relance doit être évidemment vert, et je vais en reparler, mais doit globalement mieux nous préparer aux crises qu'il y a au-devant de nous, qui pour partie pourront être sanitaires, on est en train de le comprendre, seront également climatiques. Donc il y a un cahier des charges qui finalement, sur la base de l'expérience douloureuse de la décennie 2010, est un cahier des charges des plans de relance qui est beaucoup, beaucoup plus dense. Alors il est également beaucoup plus dense si on regarde un petit peu la configuration de ces plans de relance. Philippe, tu as partagé avec nous des chiffres un peu globaux. Lorsqu'on regarde dans le détail de ces chiffres, on s'aperçoit, et à nouveau si on reprend le cas de la France, il est question d'une relance à peu près 100 milliards, et sur ces 100 milliards, il est question de 30 à 40% d'investissements, de mesures de soutien qui seront, entre guillemets, vertes. Mais ça veut dire qu'il y a tout de même un bon 60% qui aura en tout cas un effet soit indéterminé, soit qui n'est pas orienté de cette manière. Et la France étant dans ce domaine un pays qui est un pays plutôt vertueux. Il y a pas mal d'études internationales qui sont faites de telle manière à identifier la composante verte des plans de relance, et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, alors non pas dans les États-Unis de Biden où les choses évidemment vont être différentes, mais dans celles de Trump, et c'est quand même pas si loin de nous, eh bien Trump a fait quand même en tout cas des mesures de soutien à l'activité qui étaient très très accommodantes avec le secteur pétrolier, gazier et charbonnier qui était même majoritaire. Donc c'est un peu difficile de raisonner uniquement sur la composante verte des plans de relance parce qu'il y a tout le reste, et le reste correspond à des investissements, à des mesures de soutien qui vont avoir leur contenu carbone pour une partie de ces investissements et qui de fait vont peser sur la capacité des économies à se transformer. Alors dans ce cahier des charges par ailleurs, il me semble qu'il faut prendre en compte le fait que finalement les fragilités que nous vivons nous obligent à en quelque sorte faire d'une pierre trois coups avec un euro public investi. Alors qu'est-ce que ça signifie plus concrètement? Eh bien avec un investissement, dès lors qu'on veut aller vers une politique de relance, la question se pose de savoir dans quelle mesure des mécanismes de soutien créent de la valeur ajoutée et de l'emploi, assez classiquement. Mais deuxième élément, dans quelle mesure ces mécanismes concourent également à réduire les menaces climatiques et environnementales, qui ne sont pas uniquement des menaces climatiques. Il y a toute une série de questions qui relèvent par exemple de la qualité de l'air. Et puis il y a une troisième composante qui est intimement liée, même si on l'a négligée ou si on l'a considérée sous maîtrise jusqu'alors, qui est la composante sanitaire. Et donc ces mesures, me semble-t-il, encore une fois, édifiées par notre expérience des années 2010 et de la crise actuelle, doivent s'efforcer de faire d'une pierre trois coups. Alors évidemment, tout ça est assez compliqué, mais un simple exemple, il y a à l'heure actuelle en France une velléité de relancer le fret ferroviaire. Eh bien, le fret ferroviaire est de nature à transférer ou à accompagner le déploiement de flux de transport sur un train qui en France est un train très largement décarboné, du fait du nucléaire qu'évoquait Philippe Chalmin tout à l'heure. Et ça veut dire qu'à la clé de tout ça, eh bien, on a à la fois un impact en termes économiques, un impact en termes environnementaux, notamment en réduisant les pollutions d'air, en réduisant évidemment l'accidentalité, et également un impact en termes sanitaires qu'il est sans doute inutile de détailler et qui renvoie notamment à ces problématiques de pollution de l'air que j'évoquais juste auparavant. Donc le cahier des charges est plus compliqué. Alors cela dit, au regard de tout ça, il y a toute une série de raisons d'espérer. Je vais simplement m'inscrire dans les pas de Philippe Chalmin. Une partie de ces raisons d'espérer procède de la maturité des technologies bas carbone. Notamment dans le domaine de la mobilité, dans le domaine des renouvelables, qui font qu'il est bien moins héroïque économiquement d'avoir une composante verte dans des plans de relance, tout simplement parce que l'effet de levier pour un euro public investi, l'effet de levier à la fois en termes d'effet de relance, mais en termes d'abattement des effets environnementaux, eh bien l'effet peut être plus soutenu qu'il l'était en 2008. Donc ça, c'est évidemment une dimension qui est absolument essentielle. Une autre dimension, et je
prolonge ce que nous a dit Philippe sur le domaine pétrolier. Il s'est tout de même passé récemment toute une série de choses qui sont assez inattendues. Dans l'ordre d'entrée en scène, les 3 majors européennes, BP, puis Shell, puis Total, se sont engagées à un objectif de neutralité carbone en 2050. Alors évidemment, les ONG sont sceptiques et évidemment, il va falloir du temps pour comprendre ce qu'est la feuille de route et savoir s'il est possible de transformer ces grands acteurs. Et la manière de le faire évidemment n'est pas sans importance, mais le simple fait que 3 acteurs majeurs dans ce domaine d'activité finalement aient pu prendre, alors soit par conviction, soit sous la pression, et de fait, peu importe, aient pu prendre ces engagements qui n'étaient pas à l'ordre du jour au moment de la COP21 par exemple, c'est également un signal d'évolution qui me semble en tout cas notable pour la suite de nos échanges ce soir. Autre élément, eh bien, il y a ce que nous sommes en train de vivre. Là, en ce moment, il est 18h56. On échange sous une forme qu'on n'aurait sans doute pas imaginée, même si elle est devenue totalement banale il y a 18 mois. Dans l'université dans laquelle nous travaillons tous deux avec Philippe, on a fait basculer, il y a un an, du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, au sens premier du terme, l'enseignement d'une dizaine de milliers d'étudiants et le tout à distance s'est banalisé. Alors ce tout à distance, il a lui-même son contenu carbone de data center, d'équipements divers, mais de fait, il vient assez largement en substitution de flux de transport qui eux-mêmes ont leur propre empreinte. Et la manière dont, en termes socio-économiques, nos sociétés vont se transformer dans les années à venir sous l'effet de ce choc est également, sinon une raison d'espérer, en tout cas une raison de considérer qu'on pourrait être sur une trajectoire très différente de celle qui était dans les agendas et dans les scénarios auparavant. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour tous les secteurs d'activité, évidemment. On peut penser au transport aérien, on peut penser à l'organisation, à l'industrie touristique, et de fait, tout ça n'est pas nécessairement, évidemment, une bonne nouvelle pour un grand pays touristique comme la France, mais en tout cas, il me paraît important de le signaler. Enfin, et pour conclure, l'Europe dans tout ça, on a finalement navigué entre ce que nous a dit Philippe au niveau mondial, ou en mentionnant un certain nombre de pays émergents majeurs, l'Inde et la Chine. Je vous ai parlé de la France. Il me paraît essentiel de conclure au niveau européen. Moi, ma perception, et puis on verra si elle tient la route au travers de vos questions, ma perception, c'est que en Europe, faire le Green Deal, et le Green Deal d'une manière très volontariste, hein, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% et non pas 40% en 2030, c'est ce qu'on appelle, nous économistes, une politique de moindre regret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'Europe, bon an, mal an, et mettons de côté l'année 2020 qui est vraiment très très bizarre, et l'année 2021 également, bon an, mal an, l'Europe importe chaque jour de l'ordre d'1 milliard d'euros de pétrole, de gaz et de produits transformés dans ces filières, avec une dépendance qui tend assez rapidement maintenant vers le 100%. Ça veut dire que ce qu'on appelle usuellement le Green Deal et qu'on analyse évidemment sous l'ordre de sa portée environnementale, eh bien c'est une politique de recyclage de ces importations qui crée non seulement une dépendance économique, mais une dépendance géopolitique. On a pu le voir tout récemment avec ce qui s'est passé dans le canal de Suez. On a pu le voir également à la fin de l'ère Trump, où l'Europe s'est trouvée prise autour des questions gazières entre les États-Unis et la Russie, ce qui est une situation de fait assez désagréable. Et donc pour nous, Européens, et la France bien sûr au cœur de tout ça ne fait pas exception, eh bien pour nous Européens, cette politique, c'est une politique dans laquelle de fait on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre parce que on va réduire cette dépendance, on va réduire également en termes sanitaires via l'amélioration de la qualité de l'air, on va réduire des mécanismes, des organisations qui à l'heure actuelle tuent de l'ordre de 400 000 personnes par an pour une année normale, hein, hors Covid. 400 000 personnes en Europe ont leur vie abrégée, et à peu près 50 000 en France, du fait eh bien, de notre modèle de société, de son industrie, notamment de la part des fossiles, pas uniquement les fossiles, mais notamment la part des fossiles.
Et donc, si on revient à ce qui était le début de ma proposition, qui est de dire, eh bien, regardons le cahier des charges de ce qu'est une politique de relance, il faut être en mesure, voilà, d'intégrer ces bénéfices, et notamment ces bénéfices sanitaires, et qui pèsent très très lourd en Europe. Hein. Pour un pays comme la France, la pollution de l'air, c'est de l'ordre de 2% du PIB par an au bas mot, c'est-à-dire tout de même à peu près 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Et donc on voit se dessiner, alors je ne vous garantis pas que ce modèle, évidemment, il est extrapolable à la maille mondiale, hein, parce que si vous regardez les États-Unis, il y aura encore et pour longtemps ce point de tension entre la moitié des États-Unis persuadés que l'avenir est dans cette transition et l'autre moitié qui a sous ses pieds des ressources fossiles qui sont encore très très riches. Mais ça n'est plus le cas pour nous en Europe, donc j'allais dire c'est une chance en ce sens que ça nous évite de trop nous gratter la tête à ce carrefour, à une condition qui est absolument, absolument essentielle, c'est qu'évidemment, on ne sort pas de 2 siècles, y compris en Europe, et les Européens ont été les pionniers dans ce domaine de croissance carbonée, on n'en sort pas sans être très, très attentif aux effets en termes de répartition, c'est-à-dire les gagnants, les perdants, les catégories socio-professionnelles et les secteurs, et les pays membres qui parviennent à s'adapter ou non. Et donc, 2 points de vigilance. Il va falloir être très attentif à la manière d'accompagner l'Est de l'Europe dans cette transition. Et puis, plus près de nous, eh bien, voilà, gardons à l'esprit que la crise des Gilets jaunes, qui n'est peut-être pas totalement derrière nous, c'est une crise de la transition énergétique. C'est une crise dans laquelle on n'a pas veillé aux mesures de politique publique et à la manière de les accompagner, et on a été à la merci d'un sursaut du prix du pétrole, avec les conséquences que l'on sait maintenant. Alors évidemment, cette crise, elle a d'autres ressorts, mais enfin voilà, ça a été l'étincelle, et évidemment, il faut, si l'objectif collectif est d'être plus résilient au travers d'une relance verte, il faut également veiller à la répartition. Voilà, Philippe, j'ai été trop long, tu as été trop long avant, nous avons été trop lents, donc amende honorable collective, et Emmanuel, voilà, tu vas réguler tout ça de main de maître à partir de maintenant. Mais écoutez, tout va bien. Les temps sont quand même bien respectés par rapport à la masse d'informations que vous nous avez données et que vous allez continuer à nous donner, à nous transmettre à travers les réponses des très nombreuses questions. Je peux vous dire, alors il nous reste une demi-heure, on dépassera peut-être un petit peu, mais des questions vraiment très nombreuses et très pertinentes. Je vais essayer de les synthétiser le mieux possible pour permettre de vous donner la parole le plus possible, et donc d'avoir un maximum de réponses. Je reviens tout de suite sur la question des plans de relance à la fois européens et français, qui font l'objet de beaucoup de questions précises. Patrice, vous l'avez déjà évoqué. Évidemment, vous avez les questions s'adressent à vous deux. Hein. Donc là, concernant les plans de relance à la fois français et européens, sont-ils à la hauteur de la prise en compte des enjeux énergétiques? Patrice, vous avez un petit peu répondu. Je pense que Philippe peut compléter. Comment s'assurer que la relance économique par le Green Deal crée réellement de l'emploi en France et en Europe? Et est-ce que nos économies peuvent finalement supporter les investissements nécessaires? Qui souhaite répondre? Ça, c'est la première salle de questions concernant les plans de relance. Philippe, je te propose de te laisser réagir. Question, sur est-ce que ces plans sont à la hauteur de la prise en compte des enjeux énergétiques aujourd'hui en Europe et en France? Très honnêtement, je ne sais pas totalement comment répondre à cette question, parce que ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans ce Green Deal, je vois quand même, alors là, très franchement, je trouve qu'il y a assez gentiment pas mal de greenwashing, et que en matière énergétique en particulier, il serait nécessaire de faire une gradation du moindre mal. Ce sont les mêmes qui souhaitent bien entendu un avenir le plus vert possible, et qui en même temps contestent les choix nucléaires, et le nucléaire, avec tous les défauts que nous lui connaissons, il a quand même un avantage fondamental qui est d'être la seule énergie totalement décarbonée. Quand j'entends même Patrice mettre dans le même sac pétrole et gaz,
je ne suis pas d'accord. Je pense que le gaz peut être justement l'énergie de transition dont on a besoin. Paradoxalement, je ne l'ai pas relevé dans l'exposé de Patrice, de manière un peu ironique, un des pays qui, ces dernières années, a diminué sa trace carbone, ce sont paradoxalement les États-Unis, même à l'époque de Donald Trump. Tout simplement parce qu'avec le développement du gaz naturel, le charbon était naturellement plus rentable. Et donc, quelque part, les États-Unis auraient même respecté les objectifs des accords de Paris s'ils en avaient été encore membres. Il me semble que lorsque je vois même la Banque européenne d'investissement qui dit « je ne financerai plus jamais de projets d'énergie fossile dans le monde », mettre dans le même sac pétrole et gaz naturel, c'est une erreur. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Alors le Patrice Green Deal... Pardonnez-moi, Philippe Chalmin, Ouais, Patrice Geoffroy sur la polémique gaz, pétrole, etc. Est-ce que vous souhaitez répondre à Philippe Chalmin et après on viendra sur le Green Deal? Oui, très volontiers, notamment parce qu'il n'y a évidemment pas de polémique dès lors que voilà, l'ordre de grandeur, c'est que produire de l'électricité à base de gaz plutôt qu'à base de charbon, ça réduit dans un facteur pas loin de 2 les émissions de gaz à effet de serre, et puis surtout, ça réduit très fortement l'émission de toute une série de cochonneries qui ont un impact délétère en termes de qualité de l'air. Donc évidemment, dans l'ordre des choses, il n'y a absolument pas de débat. Maintenant, ce gaz, on peut aussi imaginer de l'autoproduire de différentes manières, et notamment via des usages, l'usage de déchets, qui sont des déchets agricoles ou des déchets industriels. Et donc, c'est un élément qui me paraît important. Et moi, en tant qu'Européen, vraiment, j'ai mal vécu ce moment où nous étions coincés entre Trump et Poutine sur les questions gazières. La dimension géopolitique, et je sais à quel point elle te tient à cœur, Philippe, me paraît devoir entrer dans l'équation. Et le moment où Trump est allé dire à Angela, écoutez, c'est un peu compliqué de pas acheter du gaz américain et d'avoir l'ambition de garder le parapluie américain par ailleurs en termes militaires, et d'avoir relié très directement les questions militaires, les questions géostratégiques et les questions énergétiques, c'est une chose qu'on n'imaginait pas. Donc moi, je persiste à penser qu'encore une fois, un bon baril de pétrole, c'est un baril qu'on parvient à ne pas importer avec des substituts malins, et que sur le long terme, ça bénéficie à l'Europe. Et pour le gaz, évidemment, ça peut être fait selon une trajectoire différente. Donc c'est la géopolitique de l'énergie finalement, la géopolitique économique de l'énergie. Très rapidement, Philippe Chalmin, très rapidement. Voilà, très rapidement, je suis totalement d'accord en ce qui est pétrole. Sur le gaz, il y a eu un changement majeur. C'est que jusque-là, effectivement, tout notre gaz, il venait à l'état gazeux par le biais de tuyaux, il venait de Russie. Le grand avantage maintenant, c'est que nous pouvons importer du GNL et du gaz liquéfié. Et je dirais que de ce point de vue-là, pas seulement en provenance des États-Unis. On a véritablement un marché mondial. Le résultat, ça a été de voir une assez considérable baisse du prix du gaz naturel marché européen. Alors, par ailleurs, totalement d'accord avec ton idée, on peut développer une production de gaz. J'insisterai ça, car c'est un sujet que je connais un petit peu. Un dossier de méthanisation. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient se lancer dans la méthanisation. Un dossier méthanisé en France, cela prend entre 2 et 3 ans à arriver à maturité. Et je ne parle pas de tous les voisins qui hurlent, bien entendu, parce que cette méthanisation, ça va sentir mauvais, etc., etc. En Allemagne ou en Italie, la méthanisation, ça peut se réaliser dans un délai de 6 mois à 1 an. Donc, on voit bien que l'enfer est paradis même, est peuplé est pavé de mauvaises intentions, et l'enfer de bonnes intentions, en ce sens que, non, effectivement, il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais ensuite, il y a un
un vieux syndrome NIMBY, not in my yard, qui fait que l'on peut penser que les autres peuvent être exemplaires, mais que soi-même, on ne va pas se mettre une usine d'incinération, on ne va pas se mettre une décharge méthanisation, c'est quand même un outil industriel relativement lourd. Il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas. Un de mes amis me rappelait qu'en France, s'il était déjà difficile de fermer une usine, il y avait plus encore, c'est qu'il était encore plus compliqué d'en ouvrir une. On a perdu Emmanuel. Oui, on te rend la parole. J'ai l'impression qu'on a perdu Emmanuel. Alors, je ne sais pas si c'est écoute, on va continuer sans Emmanuel qui va nous rejoindre. Hein. Voilà, bon, pour clore ce point, je pense qu'il n'y a pas de grand débat et de grand désaccord sur les questions gazières et je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on a besoin d'énergie de transition et qu'elle en fait partie à l'évidence. Après, donc je reviens sur ce qu'était la question de sur le Green Deal, crée-t-il des emplois, oui. Voilà, sur le Green Deal, moi je plaide pour qu'on ait aujourd'hui une métrique de la mesure des emplois dans laquelle on se projette un peu sur la décennie. Évidemment, à court terme, il y a à la fois des créations d'emplois, mais des pertes d'emplois. Il y a des pertes d'emplois dans un certain nombre de secteurs, et d'où ma conclusion sur la nécessité d'avoir des politiques d'accompagnement. Maintenant, si on retient qu'au cœur du Green Deal, c'est quand même beaucoup du bâtiment, de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, là, pour le coup, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est des emplois ici et maintenant. Et puis des filières que certes, on a du mal à développer trop rapidement, mais Manuel nous est revenu, donc je lui rends la parole. Coupure d'électricité, justement, en plein débat sur l'énergie. Voyez-vous, je ne sais pas si on peut parler de complot. Enfin, en tout cas, je ne l'espère pas, c'est simplement technique. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette interruption. Donc, je vois que vous étiez sur le Green Deal. Alors, question complémentaire, est-ce qu'on a estimé les besoins énergétiques pour 2030, 2040 et 2050, justement, avec le développement, par exemple, de la voiture électrique et des nouveaux besoins? Est-ce qu'il y a des données concrètes sur lesquelles on peut établir des schémas économiques? Philippe Chalmin, Patrice. Ça, Patrice, tu seras probablement mieux armé que moi. Oui, moi je peux. Alors, il se trouve que c'est des sujets sur lesquels on travaille dans mon labo. Et la réponse, c'est même une thèse en cours avec Renault à l'heure actuelle. Hein. Et en fait, la question du véhicule électrique, elle est extrêmement intéressante parce que d'une part, elle ouvre sur l'idée qu'on va vers beaucoup de transferts d'usage avec des besoins énergétiques, et ce n'est pas uniquement la question de la mobilité, des besoins énergétiques qui étaient couverts notamment directement par des fossiles et du moteur thermique. Et on va avoir de cette manière finalement toute une série de transferts d'usage vers l'électrique, et notamment du fait du développement du tout à distance, hein, parce que derrière tout ça, on va avoir des data centers, et ces data centers, c'est le seul secteur électro-intensif qui va se développer très violemment en Europe. Donc, premier point, et je serai très rapide, d'attention, on va vers un monde dans lequel on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc, par rapport à ce que disait Philippe, et que je rejoins totalement sur les nécessités de ne pas jeter le nucléaire avec l'eau du bain, il y a cette dimension, il va falloir parvenir à faire face à plus de besoins d'électricité dans le courant de la décennie et dans la décennie 2030. Après, ce qui est intéressant avec les véhicules électriques, c'est qu'il y a des batteries. Et ces batteries, eh bien, sont à la fois des objets qu'on va devoir recharger. On pourra les recharger à des moments plus ou moins opportuns, des moments où il y aura beaucoup de vent, des moments on pourra également les utiliser dans des modèles dans lesquels, par exemple, Philippe, dans ton Pays Basque, tu pourras connecter ton véhicule électrique qui aura encore une électricité résiduelle à 50%, et peut-être que tu pourras le soir utiliser cette électricité à la maison, et elle te coûtera moins cher que celle que tu extrairais du réseau. Donc c'est une manière de dire que le problème n'est pas uniquement de savoir si on va consommer beaucoup plus, mais de savoir si on va vers des modèles dans lesquels on aura l'agilité qui nous permet de consommer au bon moment. Et ça va être une belle révolution copernicienne. Alors Philippe Chalmin, je peux te rassurer de ce point de vue-là, puisque j'ai démarré ma transition énergétique au Pays Basque, d'où je te parle, en abandonnant le fioul pour passer à la pompe à chaleur.
Alors, mon plombier, qui est plus vert que tout ce qu'on peut imaginer, et qui voulait au contraire que je passe au chauffage au bois, ce qui me posait quelques petits problèmes, dans la mesure où effectivement, je n'étais pas totalement sûr de l'alimentation en bois. M'a fait remarquer que ma pompe à chaleur était à l'électricité, donc au nucléaire, et donc c'était quelque chose de péché pour lui. Je rappelle ce paradoxe aussi. Le pays qui connaît actuellement le plus gros développement de véhicules électriques, c'est la Chine. Le problème, c'est que ces véhicules électriques tournent à l'électricité, qui est pour une très très grosse part de l'électricité au charbon. Donc, on est dans le paradoxe le plus absolu. C'est vrai que là, ce que je crois, c'est que nous ne connaissons pas encore le quart de la moitié des innovations qui sont devant nous, de stockage, d'échange, de grid intelligent, de toutes choses qui me dépassent totalement, mais qui permettront probablement que nous atteignions une véritable efficacité énergétique. Nous perdons énormément d'énergie aujourd'hui. Alors justement, il y a une question directe sur cette stratégie. Est-ce que la stratégie de la batterie électrique face à l'hydrogène, est-ce qu'on est sur la bonne route en fait? Est-ce que l'Europe et la France ont fait le bon choix? On parle d'un Airbus de la batterie électrique. Le ministre de l'économie en France est très heureux d'annoncer régulièrement des investissements un peu partout en France sur la batterie électrique. Est-ce qu'à terme, Patrice Geoffron et Philippe Chalmin, on ne va pas arriver finalement au même scandale qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années avec le diesel? Les gouvernements ont dit on investit à fond dans le diesel, et aujourd'hui, 20 ans après, on dit oh là là, c'est l'erreur du siècle. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose avec la batterie électrique, qui demande, vous le disiez Philippe Chalmin, beaucoup de métaux précieux que l'on va puiser généralement dans les pays en voie de développement? Est-ce qu'il ne faut pas miser directement sur l'hydrogène? Voilà, c'est un petit peu le succès d'année de certaines questions regroupées. Moi, je vais atteindre... Je peux dire deux mots très rapides. Vas-y, Philippe. Vas-y, oui. Non, moi, je vais atteindre alors, les incompétences technologiques. Ce que je peux dire quand même, c'est que le champ de la batterie, essentiellement de la batterie pour automobile, etc., il ne faut pas négliger une chose, c'est que a lancé, je dirais, l'opération, le recyclage de ces batteries sera quelque chose qui va pouvoir jouer de manière très importante. Je vous rappelle que aujourd'hui, vos voitures, chers amis, elles utilisent des batteries au plomb. La plupart de ceux qui ont encore des moteurs à explosion, donc l'immense majorité, eh bien, les 2/3 du plomb dans le monde, c'est du plomb recyclé. Donc, j'imagine que l'on saura développer des filières de recyclage, que aussi d'ailleurs les technologies en ce domaine vont évoluer. Et je me demande si l'avenir ne sera pas batterie et hydrogène, sachant qu'en ce domaine, il me semble que les opportunités, parce que finalement l'hydrogène, là où il est intéressant, c'est de pouvoir être utilisé en tant que pratiquement outil de stockage de l'énergie. Patrice, la question est absolument passionnante parce qu'elle conduit finalement à considérer que la période que nous vivons est une période qui oblige à faire des choix sous la contrainte du temps. S'il n'y avait pas eu justement la contrainte climatique qui oblige à effondrer, comme je l'indiquais précédemment, les émissions de gaz à effet de serre très rapidement, eh bien on pourrait laisser les investisseurs développer les deux filières, les mettre en concurrence, et puis les développements se feraient peut-être dans la deuxième partie de ce siècle, etc. On aurait le temps. Là, on n'a pas le temps. Donc, premier enseignement, on a probablement plus de solutions que de problèmes. Et il y a une problématique, disons, de sélection des technologies qui sont disponibles. Alors néanmoins, raison d'espérer sur hydrogène versus véhicule électrique. Il me semble qu'il y a plusieurs raisons d'espérer. Premièrement, l'hydrogène, pour l'essentiel, ça va être en tout cas à l'horizon observable de la prochaine décennie, un outil de décarbonation de l'industrie. À l'heure actuelle, au niveau mondial, les usages de l'hydrogène sont gris, donc fondés sur des fossiles à peu près à 95%. Et la priorité des priorités est plutôt d'aller dans cette direction que
d'avoir des véhicules dans nos villes qui soient des véhicules hydrogène. Ça pourrait venir, mais nos villes ne seront pas envahies, en tout cas durant cette décennie. Par ailleurs, si on doit aller vers le transport, et on l'observe d'ores et déjà, il y a des expérimentations dans le domaine du ferroviaire, des expérimentations dans le domaine du transport lourd, donc ce sont des poids lourds, naturellement, ce sont des bus. Philippe, pas très loin de chez toi, à Pau, il y a une expérimentation. Enfin, c'est pas totalement la porte à côté, mais vu de Paris, c'est pas si loin. Donc sur des bus de transport public. Voilà, donc on va plutôt aller vers des objets lourds, peut-être, et là on touche sur mes propres compétences, peut-être que ça aura un impact à un moment sur le transport aérien. Mais en tout cas, on a une vision, me semble-t-il, un peu biaisée du problème si on considère qu'on va vers une espèce de crash, si on peut dire, avec beaucoup de guillemets évidemment, entre les batteries et l'hydrogène, en considérant qu'elles sont destinées à court terme aux mêmes usages. Et en fait, dans l'ordre des choses, ça ne se passera pas comme ça. Alors, une question simplement, oui, Philippe, si je puis juste me permettre, à l'heure actuelle, parce que Patrice a employé le terme hydrogène gris, c'est chose. Nous rêvons tous de l'hydrogène vert. À l'heure actuelle, l'hydrogène vert, suivant la nature de l'énergie primaire utilisée, il est 3 à 10 fois plus cher que le gaz naturel. Donc, il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, l'application de l'hydrogène ne peut pas se faire, je dirais, en termes économiques raisonnables, qu'il y ait d'importantes subventions publiques. Sur la question de la désindustrialisation de la France et donc de la nécessaire réindustrialisation, voire des relocalisations. Il y a plusieurs questions autour de l'impact justement de ce phénomène. Est-ce que concrètement, si on réindustrialise la France telle qu'elle existait il y a plusieurs décennies, si on relocalise nos industries stratégiques, est-ce que on peut attendre un impact sur l'environnement directement? Plus d'industrie, plus de pollution, point d'interrogation. Votre point de vue, Philippe Chalmin, avant Patrice? Écoutez, a priori, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus difficile en France que d'ouvrir une usine. Nous avons probablement, parmi les contraintes justement environnementales, sans parler de tous les groupes de pression qui peuvent se créer dès que l'on veut faire quelque chose, nous avons probablement les contraintes les plus fortes, et parmi les contraintes les plus fortes qui peuvent exister. Et d'autre part, il ne faut pas noircir, ça ne va pas être le retour du pays noir. L'industrialisation, ce n'est pas le retour au temps du charbon, au temps des usines textiles étroites dans les Vosges, etc. On peut, et je pense que c'est le sens de l'histoire, aller vers un appareil industriel qui soit quand même assez largement décarboné et qui reste pouvoir tenir la route. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que cette dimension propre, entre guillemets, devient un élément marketing, un élément commercial. Monsieur Elon Musk, il est en train désespérément de chercher pour ses batteries de Tesla ce qu'il appelle du nickel propre. Ce qui risque d'ailleurs d'être la chance de la Nouvelle-Calédonie, qui est française, je vous le rappelle, face à l'Indonésie. On peut imaginer aussi, je parlais du retour, par exemple, de la production d'aluminium en Europe, on peut faire de l'aluminium propre face à l'aluminium chinois fait à partir d'électricité au charbon. Patrice Geoffron, sur ce point? D'accord à 102% avec ce qu'a dit Philippe. Moi, je pense que, il ne faut pas raisonner en termes de secteur. C'est à ce moment-là une vision un peu biaisée. Moi, si je devais simplement conclure ce qu'a dit Philippe, on ne parviendra pas à attirer des secteurs industriels qui voudraient produire salement en France et en Europe plus largement, parce qu'il y a des tas d'endroits qui sont bien mieux adaptés que l'Europe pour produire salement. Première remarque. Deuxième remarque, de toute façon, au niveau européen, nous avons des engagements. Alors, il faudra voir de quelle manière on les met en œuvre. Mais de toute façon, ces engagements créent des contraintes qui sont drastiques et qui vont se resserrer.
Et donc, en revanche, et je fais écho à ce que disait Philippe sur Tesla, un des enjeux, c'est de parvenir à avoir finalement une voie d'attractivité qui est de montrer qu'en Europe et notamment en France, on peut avoir des conditions de production cohérentes avec des entreprises qui veulent se décarboner, qui ont pris des engagements exigeants dans ce domaine. Donc ce n'est pas simplement le site de production, c'est également les chaînes logistiques, donc ça va vraiment des ports jusqu'au site de production. Et il me semble que les Européens sont en train de créer les conditions pour cette attractivité. Alors, on en vient justement, et là il y a une série de questions sur le financement de tout cela, parce que ce que vous dites là actuellement, ça nécessite beaucoup d'investissement et donc de financement, à la fois avec des capitaux privés, des capitaux publics. Alors, je résume les questions. Quelle est la répartition la plus efficiente du financement de la transition énergétique, État français, les États européens, une hausse d'impôts pour les particuliers, ça on sait que le gouvernement l'exclut, une hausse d'impôts pour les entreprises, quel est le bon panachage idéal? Et après j'ai une question sur ce que vous évoquiez, Patrice Geoffron, le rôle de la Banque Centrale Européenne. Mais d'abord donc cette question sur le panachage du financement de cette transition écologique. Qui souhaite commencer? Bon, moi voilà, je veux bien dire un mot. Moi, je vous renvoie à des travaux qui sont mis à jour annuellement d'un think tank français qui s'appelle I4C, I4CE, et qui est un organisme tout à fait sérieux qui est commun entre la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, et qui chaque année mesure le besoin de financement bas carbone pour tenir les engagements de la France dans le cadre de l'accord de Paris. Et en fait, ce que montrent ces calculs est assez fascinant. Et on a eu d'ailleurs à en faire état devant la Convention climat qu'on a accompagnée avec une partie de l'équipe de cet organisme. Le trou à boucher d'investissement annuel de la France pour tenir ses engagements de décarbonation, c'est à peu près de l'ordre chaque année de 20-25 milliards d'euros d'investissements décarbonés qui sont insuffisants. Donc ce n'est pas un plan Marshall, c'est 1% du PIB. Donc il y a un effort additionnel d'orientation d'investissement de l'ordre de 1% du PIB à faire chaque année. Lorsqu'on a raconté ça devant la Convention citoyenne pour le climat, les citoyennes et citoyens qui étaient là étaient assez éberlués parce que dans la représentation commune qu'on a de cet effort, eh bien, on a le sentiment qu'il faut l'équivalent d'un plan Marshall et que l'effort à faire est l'équivalent de celui qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est pas le cas. Il y a un effort additionnel. Voilà, 1% du PIB, ça n'est pas rien, mais enfin, dans une période dans laquelle on a été capable de faire des choses aussi extraordinaires avec ce quoi qu'il en coûte, finalement, ces 25 milliards additionnels, ça n'est pas très, très impressionnant. Et puis, donc, il faut regarder la manière de parvenir à les combler. Et c'est notamment, évidemment, un effort additionnel à faire du côté des particuliers. Tout ça n'est pas que de l'argent public, mais qui peut avoir un rendement si on considère que, notamment, ça touche quand même assez largement au logement, avec toute une série de bénéfices qui peuvent être associés à cet effort. Mais encore une fois, on se trompe si on considère qu'il faut renverser la table, changer de modèle économique du jour au lendemain. Non, en revanche, voilà, sur la base de l'exemple de la France, il y a de la constance à avoir avec un effort un peu plus soutenu et à faire sur la durée. Philippe Chalmin, même je ne peux que totalement adhérer. Je dirais que même au-delà de la dimension financière, la dimension, elle est aussi celle de l'évolution des réglementations, peut-être d'une plus grande cohérence entre les politiques décidées au niveau national et leur traduction au niveau territorial. J'en prendrai un exemple que je n'ai pas relevé dans ce que disait Patrice, la relance du fret ferroviaire. Mais c'est un serpent de mer
dont j'entends parler depuis une vingtaine d'années, dont je m'en suis pas mal occupé. Je suis justement, Patrice le rappelait, au Pays Basque. Nous avons une autoroute qui est un des deux autoroutes d'accès à l'Espagne, et nous avons un mur de camions, littéralement, qui descend de Bordeaux pour aller vers l'Espagne, Bilbao, etc. C'est d'un point de vue énergétique, c'est une véritable aberration. J'ai cru voir qu'il y avait encore une énième réforme, privatisation, ou du moins on met le fret ferroviaire à côté de la SNCF. C'est pas une question d'argent, c'est essentiellement une question d'organisation et de véritable motivation en la matière. Et il me semble de ce point de vue-là qu'un pays, par exemple, comme la Suisse, a su beaucoup mieux. Alors, de temps en temps, d'ailleurs, en reportant le problème sur ses voisins, mais a su beaucoup mieux, par exemple, gérer le problème du fret ferroviaire. On parlait de l'Europe. Il y a justement une question concernant le rôle de la Banque centrale dans cette question du financement. Quel rôle doit jouer la BCE dans la transition écologique? Est-ce qu'il faut changer les textes, notamment pour les statuts de la BCE? Là, on sort des questions énergétiques pour être plus dans la cuisine économique, mais c'est important en termes de financement. La BCE ne peut pas prêter aujourd'hui directement aux États puisque c'est interdit par ses statuts. Est-ce que la BCE doit jouer un rôle ou est-ce qu'elle joue déjà un rôle d'ailleurs, la Banque centrale européenne, dans cette politique énergétique? Et je vous poserai une toute dernière question. Nous avons encore 5 minutes. Voilà, je vous demande d'être concis pour cette dernière partie. Philippe Chalmin? Sur la BCE, je botte en touche. A priori, ce n'est pas du champ de responsabilité d'une banque centrale. Il serait beaucoup plus nécessaire que nous ayons un véritable gouvernement européen qui soit capable d'avoir en ce domaine une vraie politique européenne de l'énergie. C'est vrai que dans la vacuité des institutions européennes, on a tendance à tout faire porter sur la BCE parce que c'est la seule qui est en responsable véritablement. Quand on voit par exemple que l'emprunt décidé, et qui était une grande nouvelle finalement, pour la première fois, l'Europe allait faire un emprunt pour financer son plan de relance, celui-ci est toujours bloqué par les gnomes de Karlsruhe. Donc on voit bien que c'est pas une banque centrale normalement qui doit s'occuper de ces problèmes, il me semble. Patrice Geoffron, en contrepoint. Oui, je suis d'accord. La capacité qu'on a finalement à renvoyer à la BCE en l'espèce me paraît assez préoccupante. La BCE comme une sorte de Deus ex machina et moi encore une fois je marque bout sur mon chiffre. Il manque en France 25 milliards d'investissements à conduire avec constance durant toute la décennie. Ça ne me semble pas être, et encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'argent public, hein, il faut trouver le bon point d'équilibre. Il y a de l'épargne, donc je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une nécessité absolue. Alors, sauf à imaginer que le régime de taux se modifie et qu'on sorte d'une période de taux zéro. Mais je n'ai pas l'impression que la responsabilité de la BCE soit engagée en premier rang dans ce qui est collectivement une absence de discernement sur les urgences. Je vous propose, messieurs, de terminer par une question d'actualité en microéconomie. Elle concerne deux entreprises dont on parle beaucoup en ce moment, qui font l'actualité au moins depuis le mois d'août dernier, depuis que les hostilités sont lancées. Je veux parler de Veolia et Suez. Veolia et Suez ont annoncé donc ces derniers jours un accord finalement. Donc Antoine Frérot, le patron de Veolia, va mettre la main sur Suez avec un accord. Les discussions ont abouti. Concrètement, ça va encore durer pour mettre en place tout cela dans les 6 mois. Est-ce que ce rapprochement, question concrète, peut être le signe d'une consolidation du marché de l'énergie à l'échelle européenne, à l'échelle française? Donc, Veolia et Suez. Patrice Geoffron. Écoutez, alors, bon, d'une part, Veolia a une partie de ses activités dans l'énergie, mais de fait, par rapport à ces deux métiers, et plus encore avec dans le nouvel ensemble, ce sont les déchets et l'eau.
avec notamment évidemment une composante liée à l'eau qui est absolument essentielle. Alors évidemment dans les déchets, on l'a déjà évoqué, et tout ça peut donner lieu à de la production énergétique, mais en tout cas ça n'est pas le cœur. Moi, ce que je peux vous dire sur ce rapprochement, c'est que eh bien, le nouvel ensemble va faire pas loin de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, très 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 loin au-dessus d'aucun de ses concurrents, y compris américains. Les concurrents américains sont plutôt circonscrits en Amérique du Nord, y compris les Chinois, etc., etc. Donc là, il y a un super champion. Ça peut permettre de définir de nouvelles ambitions. En tout cas, c'est la vision d'Antoine Frérot. Il faudra quand même regarder si ce qui reste de Suez a vraiment dans son domaine d'activité, qui va être resserré à l'eau, à la taille critique. On peut l'imaginer. C'est un acteur qui va rester présent sur différents marchés internationaux, qui va garder une forte capacité de recherche. Et donc, moi, il me paraît en tout cas essentiel. Il y a ce surpère champion. Et puis voilà, si les deux acteurs se sont entendus, tant mieux. Ça a duré ça a été un peu long. Mais il me semble qu'il est important également de regarder voilà, les conditions d'activité de Suez, et d'être certain que Suez va pouvoir rester agile et dynamique, ce qui était plutôt le cas jusqu'alors. Oui, l'objectif d'Antoine Frérot, le patron de Veolia, est de boucler l'affaire au plus tard à l'automne. Philippe Chalmin, même question. Est-ce que ce rapprochement en vue, donc Suez-Veolia, va changer quelque chose à la politique énergétique? En tout cas, est-ce que ce rapprochement va être le signe d'une consolidation du marché de l'énergie en France et en Europe? Je vous rappelle quand même que Veolia et Suez avaient quand même assez largement abandonné le champ de l'énergie. Veolia avait quand même lâché une partie de ses activités strictement énergétiques. Suez, c'est quand même le résultat, c'est le retour à l'ancien Suez, la fusion avec Gaz de France pour former Engie, ayant été finalement abandonné quelque part. Dans la répartition des nouveaux rôles, je suis assez d'accord avec Patrice. Bon, Suez va probablement se concentrer quand même de manière importante sur l'eau et garde pas mal d'activités d'eau, y compris à l'international. Et Veolia rentre dans ce domaine dont j'ai tendance à penser qu'il est fondamental, qui est celui des déchets. Vous savez que je suis un peu spécialiste des matières premières, mais l'avenir de l'homme, ce sont aussi les matières secondaires. Je ne rêve pas, on n'arrivera jamais à faire une totale économie circulaire, mais longtemps les hommes ont eu le sens de la rareté. C'est un sens que nous avons oublié et qu'il va nous falloir retrouver. Quand nous parlions de batteries, etc., immédiatement on pense recyclage. Et avoir le champion mondial incontesté. Alors je sais bien que c'est pas très noble quand on parle de ferraille, de vieux papier, de vieux plastique, quand on parle de valorisation énergétique, de compost, etc. Mais nous retrouvons là quelque chose de fondamental. Et paradoxalement, alors que nous n'avons pas beaucoup de matières premières, comme nous sommes des gens riches, plus on est riche, plus on produit de déchets. Et donc, même si nous essayons de les trier, de les réduire, etc., il ne faut pas se faire d'illusions. C'est dans ces déchets que nous pouvons quelque part trouver une nouvelle richesse. Alors, je pense que ça va plutôt dans le bon sens, même si, je voudrais simplement dire une chose, c'est que n'oubliez pas que des entreprises, ce sont des hommes, et que la fusion de culture d'entreprise, c'est quelque chose qui se fait sur la longue période. Dans la tour Total aujourd'hui, on voit encore les anciens d'Elf et les anciens de Total. Eh bien, dans le quartier général de Veolia à Aubervilliers, je pense que pendant longtemps, les gens de Veolia et de Suez se croiseront, se salueront, et la dimension fusionnelle, c'est là que l'on verra le grand art du management. Merci beaucoup pour cette conclusion, finalement, Philippe Chalmin. Mais le mot de conclusion va revenir à Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes. Merci à tous les deux.
Un échange passionnant. Il y avait encore beaucoup de questions, mais je dirais que ça en appelle d'autres, de ce genre de visioconférence. Philippe Chalmin, vous pouvez montrer la couverture du prochain Cyclope, la Bible qui fait Alors oui, foi en alors je vais essayer. matière première, qui va Je bientôt ne suis paraître, vous pas nous très très confirmez? expert, oui. Donc voilà, oui, comme ça. Voilà, c'est la Voilà. couverture en anglais. Nous avons choisi un sous-titre, donc ça représente une aurore boréale, hein, rien à vous cacher. Et le sous-titre que nous avons choisi pour ce rapport Cyclope, il y a toujours un sous-titre littéraire. Et cette année, j'ai pris un célèbre oxymore dans la tirade du Cid à Don Fernand. Vous vous souvenez, nous partîmes sans, nous étions en arrivant au port, et à un moment il dit « Et cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». Je trouve que dans notre métier d'économiste, nous sommes sous cette chape d'une obscure clarté en cherchant à discerner quelques étoiles, que celles-ci soient pétrolières, gazières ou peut-être à base d'hydrogène. Parution quand, le Cyclope? Alors, parution, normalement, puisque nous essayons de faire une conférence de presse et je ne suis pas sûr que nous puissions faire un événement à cela, mais normalement le 26 mai 2021. Bien. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Patrice Geoffron, je vous passe la main. Oui, ma conclusion sera très brève. Déjà pour vous remercier tous deux, Philippe, Emmanuel, pour ce pilotage bienveillant de nos échanges. J'avais prévu, mais Emmanuel m'a un peu volé la conclusion de vous dire que le diable est dans les détails et que les détails sur ces questions, vous allez les trouver dans Cyclope, mais ça, vous l'avez bien compris. Il me semble, si je veux simplement avoir un mot de conclusion, et résolument positif, parce que les circonstances l'appellent, moi je suis impressionné dans nos discussions, au travers des questions et dans toutes ces conférences qui s'organisent sur ces sujets, sur la somme de questions qui émergent aujourd'hui et qui n'étaient pas à l'agenda au moment de la COP 21, qui avait été ce grand moment d'euphorie collective où on pensait, nous Français, une fois de plus, avoir sauvé le monde. On a compris depuis que ça allait prendre un peu plus de temps, mais il est possible que nous nous soyons rapprochés. Et encore une fois, si on veut être optimiste à l'excès, il est possible que cette crise sanitaire finalement soit un dernier rappel des urgences et que ça nous donne la possibilité d'aller vers non seulement des politiques publiques, mais également des comportements, des investissements individuels, des investissements industriels également, qui soient cohérents avec ces objectifs de long terme, avec la nécessité d'être résilient. Et je suis sûr que le cercle nous réunira encore pour en discuter très prochainement. Dans l'intervalle, il y aura beaucoup de points de conjoncture et je vous donne donc rendez-vous très rapidement en vous souhaitant une bonne soirée. Et merci à nouveau Philippe, merci Emmanuel.